Alassane Ouattara à Dakar au Sénégal, le chef de l'État ivoirien va participer au 15e sommet de la francophonie les 29 et 30 novembre. Plus de dodanes ni de portails non conventionnels dans la commune de Cocody. La municipalité mène une opération de libération des voies de circulation dans les quartiers. Enfin, au Burkina Faso, un journaliste à la tête du Conseil national de transition. Il s'agit de Chérif Sy. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le 19h30. Un journal qui s'ouvre avec la fin aujourd'hui de la visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire du président gabonais. Ali Bongo avait été reçu à Yamoussoukro puis à Abidjan par le président de la République Alassane Ouattara. 5 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Agenda chargé donc pour le chef de l'État ivoirien qui, quelques heures après, s'est rendu à Dakar au Sénégal. Le président de la République, Alassane Ouattara, va participer au 15e sommet de la francophonie demain 29 novembre. Un tout autre sujet à présent. Les tradis praticiens de Côte d'Ivoire s'impliquent dans la lutte contre le virus Ebola. Ils ont participé récemment à un atelier en vue de conjuguer leurs efforts avec les médecins pour contrer l'éventuelle chaîne de contamination du virus Ebola. L'épidémie, faut-il le rappeler, a fait 5 689 morts en Afrique de l'Ouest selon l'OMS. Cas détectés en Côte d'Ivoire, mais la menace plane toujours. Le virus Ebola continue de sévir dans la sous-région. Les tradis praticiens de Côte d'Ivoire, conscients du danger et de leur impuissance face à l'ennemi, décident de s'impliquer dans les actions de sensibilisation. Mais avant, réunion d'information sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre hémorragique et les mesures de prévention. L'action est à mettre à l'initiative de l'ONG MTRAS, Médecine traditionnelle, recherche, action sanitaire. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population a recours à la médecine traditionnelle. Large écho sera donc fait de cette formation, assurent les participants. À ce jour, le virus Ebola a déjà fait plus de 5 459 morts, 15 350 personnes au moins sont infectées par le virus. On faisait le point avec Michel Mambo. La situation est grave dans la commune d'Abobo. Un ravin de plus de 10 mètres de profondeur menace de couper à plusieurs endroits les routes dans le quartier Plateau d'Ocuy. Les populations situées à proximité de cette cavité craignent pour leur sécurité et surtout celle des jeunes enfants. Elles crient leur détresse au micro de Koné Pargassoro. Route dégradée. Ravin de plus de 10 mètres de profondeur, inondation à répétition. Nous sommes au quartier d'Ocuy, extension dans la commune d'Abobo. Ici vit Barakissa, la trentaine révolue. Elle dit ne pas avoir le choix que de vivre auprès de ce gros ravin. On sait qu'ici là c'est dangereux. La nuit, même de suite là, même s'il pleut là, même ils sont obligés de rentrer dedans là pour fermer les portes. Au-delà rentre fort. Mais on n'a pas moyen pour sortir. Un ravin qui a déjà fait une victime en 2013, une fillette de 5 ans emportée par les eaux. Cet enfant, il jouait. Quand il jouait, maintenant, l'eau venait rapidement. Quand l'eau venait, il est tombé en même temps. C'est une petite fille. Elle est tombée dans le trou. Les habitants appellent ce quartier communément Bagdad. Parce que, disent-ils, il n'y a ni foi ni loi. Une population jusqu'ici laissée pour compte. Mais il y a un autre côté à cette histoire, une histoire dont les habitants ne veulent pas entendre parler. Déjà le ravin, il a rongé le bas. Il a rongé le bas, comme je l'ai dit, avec le moyen là, ce n'est pas possible. La seule chose, c'est de déménager. La seule chose. Pour sauver la vie, il faut déménager. Pour le moment, le dossier est chez le préfet d'Abidjan et suit son cours. Mais le moment viendra où la mairie agira. Lorsque le plan Orsec va arriver à Bobo ici encore pour dire bon, ok, il faut détruire les maisons dangereuses, on le fera. En attendant, les 5000 habitants de Doku Extension sont toujours menacés par le gros ravin, la pluie et leur enclavement. Du côté de la commune de Cocody, on entre plutôt en guerre contre les dodanes et autres portails non conventionnels. Ces ouvrages seront tous démolis. Les autorités municipales ont ainsi entamé une opération de libération des voies de circulation à l'intérieur des quartiers.
Opération de démantèlement des barrières, portails et dodanes qui obstruent les voies communales à Cocody. Cette action fait suite à une recommandation du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Avant le lancement de cette opération, le maire de Cocody, Mathias Ankangouan, a tenu des réunions avec les différents syndics de sa commune pour les informer du bien fondé de ce démantèlement des barrières, portails et dodanes qui provoquent les embouteillages. Cette action de démantèlement des barrières, portails et dodanes s'étendra sur toute la commune de Cocody. Un commentaire de Ami Sissoko. Bientôt, le renouvellement du parc automobile ivoirien, un projet élaboré par le gouvernement à travers la création du Fonds de développement du transport routier. Cette structure prévoit de doter le parc automobile ivoirien de 50 000 nouveaux véhicules d'ici à 5 ans. La modernisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire passe nécessairement par le renouvellement du parc automobile. Œuvrer au renouvellement de ce parc, c'est justement la mission assignée au Fonds de développement des transports routiers qui vient d'être créé. L'organisation, qui comprend plusieurs acteurs du secteur du transport, démarre officiellement ses activités. Le renouvellement du parc auto devra contribuer principalement à rendre davantage rentable l'activité de transport routier, à mettre à la disposition des transporteurs et des conducteurs un état neuf avec le concours des constructeurs d'automobiles. Au final, l'État ambitionne de renouveler 50 000 véhicules en Côte d'Ivoire, à raison de 10 000 véhicules par an sur un échéancier de 5 ans, ce qui devrait correspondre en enveloppe budgétaire à un niveau financier de l'ordre de 750 milliards, soit 150 milliards par an. Mais c'est une ambition que nous allons traduire en programme, de sorte que nous puissions arriver à une applicabilité dès janvier 2015. À travers le Fonds de développement des transports routiers, le ministère des Transports entend assainir ce secteur qui baigne dans un certain informel. Un reportage de Serge Coléa. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, notamment dans le centre, pour parler des avancées notables dans le programme présidentiel d'urgence. 11 villages des sous-préfectures de Raviar et Tiendré-Cro sont connectés au réseau électrique national. Le taux d'électrification dans cette région passe ainsi de 40 à 64%. Cependant, beaucoup reste à faire car 70 villages sont encore en attente. Le Ngbanka s'est en fête. C'était à l'occasion de la mise sous tension de 11 villages de la sous-préfecture de Raviar et de Tiendré-Cro. Une joie exprimée de vive voix par le président du comité d'organisation et le représentant du conseil régional. Une infrastructure qui permet à ce terroir d'emprunter le chemin du développement. Reconnaissance et gratitude du peuple Ngban à l'endroit du chef de l'État pour ce signe qui marque la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Dans cette région, le taux d'électrification passe de 40 à 64%. 70 villages sont en attente et ne doivent pas perdre espoir, tout en saluant les efforts du gouvernement à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Pour le premier adjoint au maire de Tiendré-Cro, Yao François, c'est la preuve par 1000 que le président Alassane Ouattara mérite le soutien de tout le Ngban pour achever l'œuvre de construction entreprise. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, 1000 villages de plus de 500 habitants seront électrifiés dans le programme ambitieux de l'électrification pour tous afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le kit branchement social comprenant le matériel et la réalisation des travaux de branchement, la fourniture et la réalisation de l'installation intérieure ne coûte donc que 1000 francs CFA. À cela s'ajoute la fourniture d'un disjoncteur et de lampes basse consommation. Pour concrétiser les promesses du chef de l'État, les villages en attente dans la sous-préfecture de Tiendré-Cro et de Raviar et ceux de Brobo seront connectés au réseau électrique national avant juin 2015. C'était un reportage de Kwadio Kwame de RTI Boaké.
Le Burkina Faso continue de se doter d'institutions de transition. Après la désignation d'un président, puis d'un premier ministre, le Conseil national de transition a été installé et son président élu hier. Il s'agit de Chérif Sy, journaliste et patron d'un hebdomadaire. Il a été nommé à l'unanimité. Au Burkina Faso, Chérif Moumina Sy est à la tête du Conseil national de transition, l'organe qui fera office d'Assemblée nationale. Ce journaliste, connu pour ses prises de position très critiques vis-à-vis du pouvoir de Blaise Compaoré, s'engage à consolider la démocratie burkinabé. Il nous appartient de pouvoir imaginer l'avenir politique de notre pays en proposant un certain nombre de textes de loi qui vont renforcer notre démocratie en construction. Attentat pas encore revendiqué dans le nord du Nigeria à Kano. 3 bombes ont explosé aujourd'hui pendant la grande prière dans l'enceinte de la mosquée d'un des dignitaires musulmans les plus importants du pays. Il y aurait plus de 90 morts et une centaine de blessés selon des témoins. En Afrique du Sud, la justice a acquitté et libéré, faute de preuves aujourd'hui, 15 des 20 ressortissants de la République démocratique du Congo, emprisonnés depuis près de 2 ans. Ils étaient accusés de complot visant à assassiner leur président, Joseph Kabila. Les 20 Congolais accusés en Afrique du Sud de complot contre le président Kabila se sont retrouvés à nouveau vendredi devant la barre à Pretoria. Ils avaient été arrêtés en février 2013 alors qu'ils s'apprêtaient à partir dans un camp d'entraînement avec armes et munitions. Finalement, 15 des 20 Congolais ont été acquittés et relâchés faute de preuves. Les témoignages à charge n'étaient pas convaincants. Ces témoins ont été soumis à des examens croisés. En d'autres mots, la véracité de ce qu'ils disent a été mise à l'épreuve. Et je pense que l'accusation reconnaît que le procès contre les 15 accusés a échoué. Explosion de joie à l'extérieur du tribunal. Les 15 Congolais libérés avaient passé plus d'1 an et demi en prison. Je me sens tellement heureux, tellement mieux, malgré que la situation de l'emprisonnement était tellement difficile parce qu'on nous avait enfermés dans des choses qui n'étaient pas vraies. Vraiment! Lorsque nous étions partis à la prison, nous avions trouvé devant nos portes cette mention ici, life sentence, qui signifie prison à vie. On ne sait pas, on a fait ça intentionnellement. C'est-à-dire notre emprisonnement était une cabale montée de toutes pièces de la part des gouvernements sud-africains et des gouvernements congolais. Le leader du groupe, Étienne Kabila, qui se fait passer pour le frère du président congolais, doit être libéré sous caution, mais 4 autres accusés restent en prison jusqu'à la reprise du procès en janvier prochain. Pour terminer, 2 morts, une centaine de personnes arrêtées et en général assassinées aujourd'hui lors de manifestations en Égypte. Des mouvements salafistes ont appelé à protester contre la destitution du président islamiste Mohamed Morsi il y a plus d'1 an. Voilà, excellent vendredi à tous sur RTI2 et à demain.